Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous fait de conversation et de musique choisi pour un invité, tâche grandement facilitée ou piégée, on verra, par un guest lui-même musicien, piano et batterie avec le brio des gens beaucoup trop doués. Et c'est même pas pour ça qu'il vient, puisqu'il est aussi comédien au théâtre où il emmêle les différentes cordes à son arc, ce qui est pas super facile pour viser mais idéal pour briller. Il fait des merveilles avec un très beau texte et une batterie dans une vie sur mesure, catégorie musique et jeu. On a pu le voir aussi à la Comédie Française dans Art Majeur. Il est pour le petit écran, et ce quel que soit le dit écran, l'inoubliable Lucas dans la série Scam. Il a fait face à Juliette Binoche dans la série The New Look, fait du slalom au ciné dans le film de Charlène Favier. Et il est actuellement sur scène dans numéro 2, d'après David Fonkinos, au théâtre Tristan Bernard. Et comme si c'était pas suffisant, à tout juste 27 ans, il vient de publier son premier roman, Rue de la Gaîté, aux éditions Fayard. Bonjour Axel Orient. Bonjour, décidément, j'ai bien fait de venir. Bah ouais, alors ceci dit, il s'agirait peut-être d'en laisser pour les autres, non ? Yes, merci Charline pour les go boosts. Bah non, mais c'est purement factuel. Excuse-moi, oui, c'est mais vraiment bon. ce que tu as fait ces dernières années. Yes, certes, mais... tu as commencé très tôt, mais... Bon, l'enchaînement est en ma faveur. J'ai fait aussi d'autres trucs qui n'ont pas vu le jour où j'essaye d'en laisser un petit peu. Ouais, trop sympa. Alors, avec un invité comme toi, autant débuter avec la question rituelle de cette émission, puisque je pense qu'il y aura matière à développer ton rapport à la musique dans la vie de tous les jours. Il est indispensable et je pense que... il a fait évidemment partie de mon évolution. À la base, j'ai voulu être batteur, après j'ai voulu être compositeur, après j'ai voulu être producteur de musique avant de me diriger un peu plus vers le théâtre. Mais je me rends compte que en fait, il est en permanence dans ma vie, dans la création et puis aussi dans... par exemple, quand on fait une comédie, il y a vraiment le sens du rythme. Et je me rends compte que en tant que batteur, il y a vraiment cette part-là qui est très importante dans le jeu. Tu veux dire que toutes tes disciplines se nourrissent les unes des autres ? J'ai l'impression, oui. Ou c'est uniquement entre, par exemple, la comédie et la musique? Non, pas du tout, mais même au-delà de ça, c'est vrai que par exemple quand on joue en alexandrin, quand on joue Cyrano, quand on joue le misanthrope, c'est j'aime pas ce terme-là parce qu'au théâtre il est plutôt péjoratif, mais en tout cas la langue est une musique autre que celle qu'on a l'habitude d'entendre, et c'est comment est-ce qu'on va en faire la nôtre et comment est-ce qu'on va l'interpréter. Donc j'ai l'impression que la musique est partout en ce qui concerne le théâtre. Est-ce que tu fais des playlists de personnages ? J'ai full playlist de personnages. Ouais. Eh ben on va y revenir. Pour débuter, un groupe qui n'est pas sans rapport avec la pièce que tu joues. En ce moment, on écoute les Cure avec Close to Me. Ah, génial! Le score sur Radio Nova. The Cure sur Nova pour parler de théâtre aujourd'hui avec Axel Orient et Close to Me, puisque c'est lors d'un concert des Cure que se rencontrent les parents de Martin Hill que tu incarnes sur scène. On peut dire Martin Hill, d'ailleurs, on peut le faire tranquillement. C'est le héros numéro 2 d'après le roman de David Fonkinos, adapté ici par Léonard Prin dans une mise en scène de Sophie Accart, et que tu joues aux côtés de Valentine Revel-Mouroz, Pierre Bénézit, Serge Da Silva. Martin Hill, c'est ce jeune garçon repéré par le producteur d'Harry Potter qui réussit tous ses castings jusqu'au dernier et voit le rôle du petit sorcier lui échapper au profit d'un certain Daniel Radcliffe. Tu es donc Martin Hill. Avant même de te demander si tu avais lu cette fiction au moment de sa sortie, en 2022, est-ce que tu étais un Potterhead ? J'étais pas du tout un Potterhead. C'est vrai ? Mon premier Harry Potter, je crois que je l'ai vu il y a 3 ans. Petite confession. Mais mieux vaut tard que jamais. Non, et c'est drôle d'ailleurs parce que je suis passé du coup totalement à côté de la Pottermania. Ouais. Alors que pour le coup, j'ai vu l'éclosion même dans la cour de récré. Et c'était un univers assez éloigné de ce que j'avais l'habitude de regarder et ce à quoi j'étais sensible. Et puis je me suis dit bon allez, on va se forcer un peu. En fait, j'ai pas du tout aimé me forcer, j'ai vraiment binge-watché tous les Harry Potter en une semaine. Bah alors de fait, ton entrée, ça a vraiment été avec le roman de Fonkinos ? Ça a vraiment été avec le roman de Fonkinos à une époque où j'étais moi-même beaucoup numéro 2. Et où on se pose cette fameuse question de pourquoi pas moi, pourquoi lui et pas moi. Ouais. Et c'est assez, j'allais dire, violent, même toute proportion gardée, mais c'est vrai qu'on se remet beaucoup en question. On se dit souvent, c'est moi qui suis pas choisi. Est-ce que j'ai un truc en moins, quoi. Ouais. Et ce roman m'a permis d'en faire, de comprendre que c'est la phrase du roman, mais on ne rate pas sa vie, on la recommence, et que tous ces échecs-là composent une vie et au contraire sont une force de résilience et nous permettent d'avancer. Te voilà donc dans la peau d'un personnage innocent et puis triste et puis en colère, mais surtout de son enfance à un âge adulte, ou en tout cas jeune adulte. Est-ce que ça faisait partie des challenges ?
ça faisait partie des challenges, de pas avoir ce côté bébête dont on interprète un enfant, que j'avais déjà eu avec Une vie sur mesure, où le personnage partait de ses 10 ans jusqu'à ses 17 ans, et d'essayer de retranscrire fidèlement à ce que peuvent être toutes ces étapes-là d'une vie de jeune adulte et d'enfant. Et même au-delà de ça, je pense que l'enjeu aujourd'hui du théâtre contemporain, c'est la notion de représentation vis-à-vis des jeunes, et de pas être dans des clichés, et que si un jeune vient voir ça, cette pièce-là, se dise ok, je suis justement représenté et je peux me projeter dans ce personnage-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que surtout dans le théâtre privé, on sort d'une période où il y a eu quand même beaucoup de clichés sur les jeunes, et ça y est, on arrive enfin à avoir des personnages forts interprétés par des jeunes et pour des jeunes. Et voilà. Je peux témoigner du fait que ça marche, et ça marche vraiment très très bien. J'étais à la première samedi, il y avait des adultes comme pas mal de jeunes gens qui ont eu l'air de marcher vraiment très très fort. Oui, je suis très très heureux de ça. C'est une vraie pièce familiale dans le bon côté du terme. Et en plus de ça, la stratégie des théâtres privés aujourd'hui, c'est de rendre ça accessible aux jeunes. Donc les places pour les moins de 26 ans sont à 10 €. Et c'est une politique dans tous les théâtres privés parisiens, donc c'est important de le dire. Oui, puis ça peut être une bonne entrée pour les jeunes gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Il y en avait beaucoup samedi, et ça me touche doublement. Tes partenaires de jeu multiplient les rôles sur scène, de parents à producteurs, à autrice, à directrice de casting, ado, beau-père. T'es le seul rôle fixe. Ça implique quoi en termes de jeu ? C'est une discipline plus grande ? Non, pour les voir chaque soir et voir tous les changements, oui. Et mais toi, t'es obligé de rester dans quelque chose de très, je sais pas comment dire, une hyper concentration. C'est-à-dire que ça fourmille autour de toi. C'est-à-dire un peu comme un monsieur loyal, j'aime pas trop ce terme, mais il y a un peu, puis il y a que des relances. C'est-à-dire qu'on sort d'une scène et c'est par le personnage de Martin qu'on arrive à une autre. Donc il y a tout ça dans le jeu. Enfin, il y a en tout cas, c'est ce que disait Sophie Accart, la metteuse en scène, c'était un bonheur de travailler avec elle. Mais elle parlait souvent de rythme et de garant du rythme. Et c'est vrai que entre les scènes, il y a que des relances. Et au-delà de ça, ce rôle-là me permet aussi de regarder les copains jouer et de jouer avec eux. Mais cette ambivalence-là, elle est assez... franchement, j'aime tellement jouer cette pièce. On continue de parler de numéro 2 après une pause info conso qui sera suivie, puisque je suis face à un batteur émérite des Roots qui, à mon sens, bénéficie d'un des meilleurs batteurs du monde, en la personne de Questlove. Le score sur Radio Nova. Nova. The Roots, How I Got Over. Un avis sur les Roots en général et Questlove en particulier, Axel Orient? Je suis fan absolu de Questlove. Je l'ai même vu. L'anecdote est pas ouf, mais je l'ai vu à Philadelphie. Ah bah si, c'est pas mal quand même. Et j'ai essayé de prendre une photo avec lui et bon. Raté ? Ouais, l'espoir fait vivre. On continue en attendant de parler de numéro 2 qui se joue au Tristan Bernard du mardi au samedi, avant de partir en tournée. Avant de partir en tournée, 2025-2026. Une pièce dans laquelle tu incarnes Martin Hill, celui qui n'a pas été Harry Potter. Le décor a quelque chose à la fois de magique, entre artefacts poudlardiens de type fauteuil, balai, etc., et de terriblement quotidien, c'est-à-dire un salon tout à fait normal. Est-ce que ça aide à jouer l'envers du décor ? Est-ce qu'il est question de ça aussi ? En tout cas, oui. C'est Blandine Vieillot, qui est une super scénographe, qui a chiné plein d'objets pour recréer une sorte de plateau de cinéma. Et donc, il y a un peu ce côté jeu est très enfantin, quoi. C'est-à-dire que on arrive, on a plein d'accessoires, il y a sa fourmille de choses à la fois à regarder pour le spectateur et à la fois à jouer avec pour nous. Donc oui, ça aide et c'est vraiment, c'est même un j'aime pas le terme appui, mais c'est un vrai terrain de jeu, quoi. Ouais. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. Se mettre dans la peau de celui qui n'a pas été choisi. J'imagine que dans la vie d'un comédien, si talentueux qu'il soit, c'est pas une sensation inédite. C'est pas une sensation inédite et c'est même une sensation plutôt, j'allais dire, si c'est pas hebdomadaire, mensuelle. Mais au-delà de ça, c'est d'ailleurs ce qu'on raconte dans le spectacle, mais c'est encore pire quand il s'agit d'Harry Potter et que partout, tout le temps, on te ramène à cette échelle. C'est-à-dire que moi, les films où j'ai été numéro 2, je les vois sur les colonnes Maurice, ça dure une semaine et puis après ça va mieux. Mais là, en fait, c'est à vie, quoi. À vie, et on parle de quelque chose mondialement connu.
Oui, et puis alors la pièce peut aussi permettre de réfléchir au genre d'écho que peut avoir un rôle hyper marquant. C'est-à-dire qu'il est question à la fois de celui qui n'a pas été pris, mais il y a une projection aussi sur celui qui l'a été. Et c'est pas anodin, quoi. Et on est tous le numéro 2 de quelqu'un d'autre, pour le coup. Et on pense tous que... En plus, c'est le danger aussi de quand il y a un succès, mais même pour les comédiens, on pense toujours que celui qui tourne va bien et a une vie extraordinaire, etc. Et en fait, c'est drôle, j'ai tourné là un film il y a un an avec beaucoup de jeunes comédiens, on était 6-7, et puis à un moment donné, un soir, on se dit, mais en fait, toi tu bosses énormément, toi aussi, et on commence à se raconter en fait l'envers du décor, et on voit qu'on vit tous les mêmes problématiques, même si on a la chance de travailler, et que, j'allais dire, la vie de l'autre n'est pas forcément plus extraordinaire que la nôtre. Et au-delà de l'hyperprésence d'Harry Potter, que ce soit sur les écrans, les affiches, Martin, c'est quand même aussi pour lui la double peine, parce qu'il se trouve que des éléments de sa vie résonnent avec le personnage d'Harry Potter, ce qui est quand même ultra dramatique, quoi. Voilà, donc même au sein même de son intimité, on le ramène, voilà, la première fois qu'il va faire l'amour avec une fille. Ouais. Il voit des livres d'Harry Potter sur la table de nuit. La première, je le disais, c'était samedi dernier, sans flagornerie aucune. C'est un succès, si je me fie à la réaction du public. C'était quel genre d'adrénaline ? C'était fou, mais pour la première fois de ma vie, cette première était surtout... d'habitude, on a un peu on a un peu l'impression de surnager, un peu d'être pas déphasé, mais d'être déréalisé, parce que c'est une première. C'est toujours un moment assez nébuleux où on plane. Et en fait, là, je me suis senti vachement dans le présent et j'ai pris énormément de plaisir. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être mardi et de rejouer. Ça se sentait. Il y avait un truc qui transpirait, qui était une forme de joie et de plaisir intense des comédiens sur scène. Et c'était très collectif. On se l'a dit après avec, je rappelle, mes partenaires que j'adore, Valentine Ravel-Mulrose, Serge Da Silva et Pierre Bénézit. Ils sont tous formidables. Ils sont tous formidables et on s'est tous dit, mais c'est notre première de notre vie où on s'éclate, et je crois que ça en dit beaucoup sur la joie communicative qu'on a à jouer ensemble et sur le plaisir qu'on a à jouer cette pièce. Et alors, pardon, et quel genre de pression c'est quand on apprend, ou qu'on n'apprend pas d'ailleurs, je ne sais pas si tu étais au courant, que l'auteur du roman, David Fontkinos, est dans la salle, puisqu'il était dans la salle pour la première. C'est presque une aussi grande pression que d'avoir Charline Roux dans la salle. Oh non, je crois pas, non, vraiment. Non, c'est très bizarre, mais après, David a accompagné de beaucoup de bienveillance toutes les étapes de création de cette pièce qui a été un chemin long et sinueux. Et évidemment, on avait peur parce qu'on voulait qu'il retrouve à la fois son histoire, mais surtout... moi, j'aime énormément cet auteur pour sa prose, pour sa voix, sa plume et pour sa vraie poésie. Et c'était une volonté de Léonard Prin qui a fait cette magnifique adaptation. Mais il tenait vraiment à ce que cette poésie-là soit retranscrite. Et David avait l'air très très heureux. Donc, Je confirme. Une autre vie se raconte cette fois en roman, celui qui vient de publier chez Fayard, rue de la Gaîté. Avant d'en parler, on rembobine avec Jungle. Let's go back. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Est-ce que ce Let's Go Back signé Jungle est un titre qui pourrait plaire à Axel Orion ? Je pose la question. Franchement, oui. Ouais, ok. Mais t'as le droit de dire non, tu sais, il n'y a pas de... Non, c'est pas ma cam. Non, si, tu as tout à fait le droit. Si, carrément. Et je vais maintenant m'adresser au primo-romancier, Axel Orion, qui vient de publier Rue de la Gaîté chez Fayard. Entre tes multiples activités, ça t'est venu quand, l'envie d'écrire ? Ça m'est venu il y a 3 ans, dans une période entre 2 films où je m'interrogeais beaucoup sur ma vie, où c'était une période plutôt sombre, et écrire m'a permis un peu, je l'ai dit quand le roman est sorti, mais c'est vraiment ça, c'était ma lumière sur le chaos. Ouais. Voilà. Rue de la Gaîté, c'est l'histoire de Baptiste, qui est un apprenti comédien, qui est au cours Florent pendant la journée et qui le soir joue les ouvreurs au théâtre Montparnasse. On partage ses envies, ses drames, ses amours, parmi lesquels, et en premier lieu, le théâtre. C'est un récit à la première personne. Est-ce que c'est pour mieux brouiller les pistes ? Alors non, à la base, moi je voulais absolument que ce soit à la 3e personne. Ouais. Et c'est mon éditeur, Damien Bergeret, que j'embrasse, qui m'a conseillé de faire ça à la première personne, mais pas pour brouiller les pistes, justement. Plus pour avoir vraiment ce côté récit d'apprentissage et ce côté plus proche du lecteur. Et j'ai eu beaucoup de mal au départ, justement parce que j'avais peur, j'allais dire, que ce soit plus ou moins intime, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, plus je mettais de moi et mieux je me sentais, et plus j'avais l'impression que cette histoire serait sincère, honnête, et qu'en étant touché par l'histoire que je raconte, elle serait touchante.
Oui, mais de toute façon, on peut tout à fait mettre de soi dans de la fiction. Oui, carrément, mais il y a toujours cette frontière entre la fiction et la fiction qui est toujours très poreuse. Et c'est un vrai puzzle, quoi. Ouais. En exergue du roman, cette phrase de Louis Jouvet, le théâtre est le désordre incarné. Pour faire l'éloge du théâtre, il faut commencer par faire l'éloge du désordre. Même si tu n'es pas Baptiste, à moins que, 3 petits points. Est-ce que tu as l'impression de vivre dans cet état de désordre ? Oui, et je pense que l'enjeu d'une vie est de rassembler tout ça et d'essayer de le mettre en ordre de la plus belle des manières pour nous. On en revient au puzzle. Faut être un peu patient. Faut être un peu patient. Et c'est vrai que non, mais en plus c'est un vrai roman initiatique. Ouais. Et j'ai l'impression que dans cette période où on se construit en tant qu'adulte, on comprend en fait que l'impatience ne mène à pas grand chose. Et pour moi qui était très 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 impatient, ça m'a permis aussi de raisonner tout ça et de décaler un peu mon axe de vue. C'est un roman d'apprentissage dans lequel il est beaucoup question de transmission, qu'elle soit douloureuse quand il est question d'héritage, voire d'hérédité, ou positive et lumineuse quand il est question des idoles. Est-ce que c'est un roman et un hommage aussi ? C'est un vrai hommage au théâtre, à toutes les personnes. Je le dis aussi dans le livre, bon à la fin, mais le théâtre est une culture et comme toutes les cultures, il se transmet ou il meurt. Et je ressens ça vraiment dans toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ma vie de jeune comédien qui a eu la chance de faire beaucoup de théâtre. Mais il y a vraiment ce truc Enfin, le nombre de soirées que j'ai faites avec des comédiens de théâtre où on se partage des anecdotes sur l'époque de Louis Jouvet, sur l'époque de Guitry, sur l'époque de Michel Bouquet, sur Arditi, sur Jacques Weber, sur Jacques Gamblin. Enfin, ça participe vraiment à ce côté, ce côté on transmet une culture. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dédié le roman à Béatrice Vignal, qui est ma maman de théâtre, et qui enfin voilà, encore à la première jusqu'à 5h du mat, elle nous racontait sa vie à la Comédie Française. Enfin, c'est fou, c'est une autre génération et c'est une culture qui est accessible et qu'on se transmet. Et le livre met aussi, donne en tout cas une très belle place au grand texte et l'amour dont on sent que... oh là, cette phrase est complètement bancale. Tu vois, je parlais de grandes phrases, de grands auteurs. Full avec toi. L'amour que tu as pour ces grands textes. Tu cites des grandes tirades, des monologues. Quels sont ceux qui, toi, t'ont marqué ? Tous ceux qui sont dans le livre. Voilà, non, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai grandi avec on ne badine pas de l'amour, on badine pas avec l'amour. Je suis contagieuse. C'est une maladie, fais attention. Debussy et voilà. Cyrano, bien sûr. Mais en fait, Cyrano, c'est ni plus ni moins qu'un ado complexé. Enfin, un ado, il est plus qu'ado, mais je veux dire, ma passion aussi, c'est de dire aux jeunes, en fait, ces grands textes-là, c'est des enjeux très contemporains. Ouais. Le misanthrope, c'est ni plus ni moins qu'un mec qui dit arrêtez avec vos filtres Instagram et de faire genre en brillant. Non, mais c'est vrai. Ouais. Don Juan, c'est juste un charreau. Enfin, en fait, ces textes-là ne sont différents que par la musique, mais l'enjeu est le même que ceux que des jeunes peuvent vivre aujourd'hui. Ouais. Et c'est tout l'enjeu de ces grands textes-là, c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre et de ne pas les trahir et d'en ressortir l'enjeu primaire et qui est qu'on vit tous, quoi. Professeur Orion revient dans un instant pour de l'étude de texte. C'est parti, je prends la carte vitale, n'hésitez pas. On continue de parler de Rue de la Gaîté. Oh là 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 là, vraiment, je ne savais pas du tout. Rue de la Gaîté, en fait, c'est ça le Mais titre. J'aurais peut-être dû l'appeler Rue de la Gaîté. De la Gaîté ? Pourquoi pas ? Par contre, c'était un autre endroit, quoi. C'est numéro 2. On verra pour le deuxième volume. On écoute David Bowie avec Lady Grinning Soul. Mais c'est... Bah oui, mais on en parle après. Ah, ok. Le score sur Radio Nova. David Bowie sur Nova, Lady Grinning Soul, un titre qui devrait évoquer quelques souvenirs à Axel Orion. Ah, c'est une vraie Madeleine de Proust, là. Ouais. Je suis très très heureux d'écouter cette musique. Bah, je te laisse expliquer pourquoi. Non, j'ai fait un spectacle avec la troupe de la Comédie Française l'année dernière, qui était une des plus belles périodes de ma vie. Vraiment, le moment où t'embrasses un rêve d'enfant, avec Thierry Ancis, Véronique Vella, Léa Lopez et Pierre-Marie Braywep, qui interrogeaient le rapport qu'on a aux chansons et de est-ce que des chansons marquent une vie. Et dans le spectacle, la chanson qui a marqué ma vie, c'était celle-ci. Et tous les soirs, je voyais Thierry Ancis faire l'intro de Lady Grinning Soul au piano. Thierry Ancis qui a marqué pour d'autres raisons mon parcours de jeune comédien. Et c'était une émotion
toute particulière. Et on parlait des hommages aux idoles tout à l'heure, et je pense que Thierry Lensys fait partie de ces personnes qui ont marqué mon chemin avant même que je le rencontre. Et voilà. Parcours de jeune comédien toujours, on continue de parler de Rue de la Gaîté, qui est paru aux éditions Fayard, qui est donc ton roman. Et j'y ai vu quelques points de croisement avec numéro 2. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me fourvoie, tu vas me dire. Le père de Baptiste, dans le roman, postule pour subvenir à ses besoins comme gardien de salle au Louvre, ce que Martin Hill, dans numéro 2, fait pour se cacher. Baptiste, le héros du roman, connaît une véritable épiphanie en déclamant les mots d'un autre. C'est aussi ce qui arrive à Martin Hill en passant les essais d'Harry Potter. Est-ce que tu avais vu les croisements où vraiment le hasard fait extrêmement bien les choses? Visiblement, le hasard fait très très bien les choses. C'est fou, hein? C'est fou. Oui, mais c'est-à-dire que c'est des problématiques qui résonnent et qui sont assez communes. Oui, mais après, pour le coup, c'était un vrai clin d'œil, le fait que le père postule au Louvre dans mon roman. C'était un vrai clin d'œil, et avant même il y avait écrit après avoir lu un livre de Fuenquinos qu'on a enlevé, où maintenant il y a juste marqué après avoir lu un livre, mon père postula, et c'est un clin d'œil à David. Ah, génial. Mais en ce qui concerne le reste, non. Et puis ce sont aussi 2 personnages qui cherchent à fuir, à dissimuler un trauma. Le comédien est-il un bon client pour les divans? Vous avez 1 heure. Oula, je pense qu'il faut plus qu'1 heure. Visiblement, le trou dans la sécu, c'est moi. Mais j'embrasse ma psychologue, Marie-Christine, qui d'ailleurs est un personnage du roman. Ouais. Je lui ai offert le roman, je sais pas si elle l'a lu encore, mais oui, non, mais... C'est un très bel hommage, hein, aussi. C'est vrai, bah oui, vraiment. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que je pense qu'on a besoin, en tant que comédien, on joue avec nos émotions quelque part, et c'est indispensable. C'est Anthony Bajon, je suis tombé hier sur cette interview et j'ai écouté aussi son podcast. Un podcast. Exactement. Non, mais la santé mentale dans ce milieu-là, elle est aussi vachement... c'est très important d'en parler, et je pense que c'est important d'en prendre soin aussi. Et à force de jouer avec ses émotions, on peut aussi, à un moment donné, se perdre, surtout quand on est jeune comédien. Et oui, j'encourage tous les comédiens, mais même tout le monde, à aller sur Doctolib et à prendre un rendez-vous. Ouais. En plus, maintenant, il faut le dire, la sécurité sociale rembourse, je crois, 1 ou 2 séances de psy par mois pour les jeunes. Ouais. Peut-être que je dis une connerie, mais... Au moins une. Au moins une. Ouais. C'est déjà mieux que rien. Ne mouillons pas trop, mais t'as raison, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, je vous en offre une autre. Ouais, fais attention quand même. Fais attention quand même à ce que tu annonces. Et c'est aussi un roman qui, je trouve, pas du tout de manière ni passéiste, ni c'était mieux avant, donc du coup, remet quand même au centre l'importance d'écouter ses aînés quand on pratique le genre de profession que toi tu pratiques. Alors, si je peux me permettre, ça dépend lesquels, hein, parce que quand on voit les gros cons qu'il y a... Là, il y a un très beau personnage dans le roman. Là, il y a un très très beau personnage, mais pas tous les aînés non plus. Non. Et c'est d'ailleurs le danger, c'est qu'en fait... non, mais j'ai lu énormément de livres sur le théâtre, et je trouve qu'on avait toujours ce truc de comédien grisonnant qui parfois aujourd'hui joue avec des oreillettes, parfois aujourd'hui on se rend compte que voilà, disait le il faut génie faire n'excuse ça. Pas tout. Ah non, mais alors certainement pas. Mais voilà, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire le conservatoire. Moi, à mon époque, en fait, aujourd'hui, le métier, il est tellement polymorphe, il a tellement évolué que j'avais aussi envie qu'on découvre le regard le théâtre sous un autre regard, à savoir celui d'un jeune dans des problématiques contemporaines, et pas avec un comédien qui te donne des leçons et qui te dit il faut que ce soit ceci ou cela. C'est Terzieff qui disait le théâtre c'est ceci et cela, et ça c'est vrai. Non, mais c'est en ça que le roman est singulier. C'est pour ça que je te dis que c'est un très beau personnage, le personnage de l'aîné, parce que c'est pas celui qu'on entend le plus souvent. Non, qui est invité de manière récurrente et qui donne son avis sur des sujets sur lesquels il n'a pas été sollicité. Et pour le coup, en plus de ça... oui, on parle des mêmes, ça va. Allez, et voilà, j'ai en pleine quinte de tout. Non, mais oui, il y a ce côté... c'est pour le coup un personnage qui est très sensible à la transmission du théâtre. Et comme j'ai pu le rencontrer, à la fois... J'ai juste une petite anecdote. Je parlais de Thierry Lensys tout à l'heure et de Véronique Vella. Véronique Vella, que j'appelle ma mams de théâtre aussi. Mais Thierry Lensys, j'ai débuté avec un comédien qui s'appelle Jean-Jacques Pivert, et qui il nous disait s'il y a une erreur dans la pièce, c'est tout le monde qui prend, etc. Et un jour, je vais dans sa loge et il me montre une photo de quand il jouait la comédie
Comédie Française avec Thierry Ansys. Ils avaient tous les deux 20 ans, ils étaient figurants. C'était avant que Thierry Ansys soit engagé, etc. Et ils portent, je sais plus sur quel spectacle, je crois que c'était un Goldoni, ils portent un costume et il me montre, il me dit Thierry, il a marqué mon parcours, etc. Donc moi j'ai grandi, à chaque fois que j'allais au Français et que je voyais Thierry Ansys, ça me rappelait à mon grand-père de théâtre, Jean-Jacques Pivert, quoi, qui m'avait appris la troupe et l'esprit de troupe et qui le tenait lui-même de la Comédie Française. J'essaie d'aller vite, bref. Mais des années plus tard, je me retrouve avec Thierry Ansys et je lui dis mais tu te souviens de Jean-Jacques Pivert? Il me dit oui, bien sûr, je me souviens de Jean-Jacques, on a fait les 400 coups. Comment il va? Je dis il est décédé l'année dernière, il était très touché. Je dis mais tu sais, un de mes premiers souvenirs de la Comédie Française, c'est cette photo de toi avec le costume. Ouais. Un mois plus tard, je suis très ému en parlant de cette anecdote. Un mois plus tard, j'arrive dans ma loge et Thierry Ansys m'a offert le costume qu'il a été chercher aux archives. Et le costume est encore dans mon placard. Oh, c'est trop beau. Voilà. Oh. Le temps de reprendre tes esprits. Et les miens aussi, parce que je suis un peu émue aussi. Je vais appeler ma psychologue. Non, c'est l'heure de la pub. Donc du coup, on va vraiment revenir à des trucs beaucoup plus terre à terre. On se retrouve juste après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie d'Axel Orion, venu nous parler et de théâtre et de roman. Et j'ai un extrait à te faire écouter. C'est pas toi qui joues, je te le dis tout de suite, mais je te le fais écouter quand même. Merci. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Oh, I wish my mum was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum? Trust me, you don't. Sex Education, la série adolescente, mais pas que, sur Netflix, une série que je t'ai entendu citer à plusieurs reprises dans des interviews. Pardon, ce qui est drôle, c'est que Asa Butterfield, qui joue dans Sex... Pourquoi crois-tu Pourquoi crois-tu que j'y aille tout droit pardon. Je garde le suspense. Mais déjà, à l'origine, c'est une série qui toi, t'a marqué. C'est une série qui m'a marqué, oui. Ouais. Mais pareil sur le regard qui est porté sur la jeunesse. Mais oui, et c'est pour ça que quand je parle aujourd'hui de la notion de représentation, c'est parce qu'on peut pas dire aux jeunes venez au théâtre si ils sont si mal représentés, alors que quand ils payent 10 balles pour regarder Netflix, MyCanal, etc., ils ont des séries qui correspondent, qui parlent d'eux en fait. Et voilà, et donc ça m'a beaucoup marqué. J'attends l'info d'après. Non, mais il y a aussi une résonance. Alors encore une fois, tu vas me dire si c'est moi qui divague complètement, mais il y a une résonance peut-être aussi avec une autre série phénomène dans laquelle pour le coup tu as joué, qui est Scam, qui a été un truc complètement fou. C'est vrai que c'était assez dingue, mais toujours avec cette notion de représentation. Mais pareil, avec un regard sur les adolescents qui était, alors je veux dire, très différent déjà à l'époque de la manière dont ils étaient traités jusque-là. Il y avait eu quelques séries avant qui avaient amorcé des virages avec Skins, avec ce genre de série, mais Scam a été un vrai truc aussi. Bah, c'est-à-dire que déjà à la base, la série norvégienne était absolument dingue et très novatrice, mais en France, on n'avait pas de représentation... C'est con, mais par exemple, on tournait les premières scènes de baiser avec Maxence Zanet-Fauvel qui joue Elliot. Et David Oreg, le réalisateur, nous avait stoppé en disant mais les gars, vous avez déjà embrassé une meuf dans vos vies? On disait bah oui. Il dit bah vous mettez la langue. Et c'est vrai qu'inconsciemment, enfin, on n'avait pas mis la langue. Il dit vous vous rendez pas compte le nombre de Lucas et de Elliot qui attendent d'avoir une présentation fidèle à ce que vivent deux êtres humains qui s'aiment. Et en plus de ça, je trouve qu'on avait tendance à vachement stigmatiser en disant c'est deux hommes, c'est deux femmes. Et Scam France, on a monté ça en se disant, enfin on a monté ça travail d'équipe, hein, mais on veut voir deux êtres qui s'aiment et pas deux hommes ou deux jeunes hommes. Et donc je pense que cette représentation-là universelle de l'amour, pareil, on l'avait pas trop à l'écran. Et après, maintenant, c'est génial, les choses ont tellement bougé. Mais à titre perso, cette série-là, parce que je sais, pour en avoir déjà parlé avec quelques-uns des comédiens, que ça a eu une résonance sur vos quotidiens qui était assez démentielle, en fait. Mais même au-delà de ça, sur ma vie de jeune adulte, sur les moments où, en fait, ça a été très cathartique aussi, les moments où moi je me suis posé des questions sur mon identité, et d'avoir joué tout ça m'a permis de me sentir moins seul, et puis au-delà de ça, je crois que je suis devenu beaucoup moins bête avec Scam. C'est aussi une vraie vertu éducative. Voilà, que ce soit sur toutes les problématiques que la série aborde. Et j'en reviens donc à Sex Education. Je vais demander au batteur un petit roulement parce que j'ai mis un suspense qui était quand même vraiment nullissime. Voilà.
Autre croisement hallucinant, Asa Butterfield, qui est donc le comédien de Sex Education, sera à partir de vendredi sur scène à Londres pour jouer Second Best, soit numéro 2 en anglais. C'est fou quand même. C'est génial, moi je suis trop content. Ouais. Et lui il le fait en seul en scène en plus, donc j'ai hâte. Tu vas aller le voir ? Bien sûr. Un jeudi, c'est vrai, ouais, c'est prévu. Génial. Ouais. Que de points de croisement. Que de points de croisement. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais télécharger Duolingo d'ici. Allez, puisque tu es aussi pianiste, un artiste pianiste dont les rythmiques ne sont pas dégueux. Wow, ceci est un doux euphémisme, et puisqu'on parle de Stevie Wonder, on écoute I Wish. Génial. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Stevie Wonder, I Wish, un titre que je soumets immédiatement à Axel Orient pour approbation ou non. Ah mais full, en fait j'adore Stevie Wonder, je me faisais ses albums, non mais en termes de batterie, bah oui. Alors là je te dirais non si je mets pas. Oui mais sur Stevie Wonder je veux dire... sur Stevie Wonder, oui c'est compliqué, mais surtout que je les ai saignés à la batterie quoi, pour avoir essayé d'avoir le groove à une époque. Et tu l'as ? Je sais pas, à vous de me dire, venez voir les Serge. Bah vas-y, annonce-le. Ah oui, non, yes. T'as le droit ou pas ? Oui, Tu le prends ? Écoute, allez. Non, je vais jouer dans une pièce qui s'appelle Les Serges, avec la troupe de la Comédie Française, que je retrouve à Avignon, à la Scala. Ouais, avec Benjamin Laverne, Sébastien Morgenstern, Sébastien Poudroux, Stéphane Varupen, Rebecca Marder qui revient pour jouer la pièce. Les Serges, pour ceux qui n'auraient pas saisi l'allusion, c'est un spectacle qui se joue déjà depuis 2018 à la Comédie Française. Je remplace Johan Gaziorowski, c'est une grosse pression parce que j'aime beaucoup cet acteur, qui jouait d'ailleurs dans Cyrano. Il joue Christian. Et c'est un spectacle qui essaye de... Enfin, c'est un spectacle qui retrace à partir d'interviews de Serge Gainsbourg, de s'interroger à qui était-il derrière cette image qu'on a tous un petit peu. Il y a même à un moment donné, il y a un des comédiens c'est une de mes scènes préférées, qui joue Jane Birkin, qui parle de Serge, et c'est c'est vraiment un interview. Ce ne sont que des extraits d'interviews, et on découvre tout l'itinéraire de cette figure qu'on connaît et son intimité aussi. Qui cache une grande pudeur, et c'est vraiment un spectacle que j'adore. Et donc quand ils m'ont appelé pour reprendre le rôle, j'étais très touché, j'ai eu très peur, mais je suis vraiment très heureux. J'ai peur mais j'y vais. Ouais, j'ai vraiment peur mais j'y vais. Musique toujours, avant de se quitter et de te laisser la main, de jouer les DJ en fait pour la demi-heure fin d'émission. David Guetto. Bienvenue au Macumba. Très bien ce nom. Une autre tradition, une rafale de questions sur la musique. Pas de réflexion pour toi, l'impossibilité pour moi de revenir sur tes réponses et te demander de les justifier. Ok. Je ne peux pas te juger, c'est faux. Ça marche. Tout le monde le sait. Est-ce que tu es prêt ? Je me juge moi-même. Allez, c'est parti. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance ? Jennifer, au soleil. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Ok, il y a beaucoup de bienveillance dans ton très bien. Je te remercie, c'est génial. Mon adolescence, fluorescente adolescente des Arctic Monkeys. Formidable. Ton hit de karaoké. Voilà, Aïcha de Cheb Khaled. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Francky Vincent le restaurant. J'ai dit que je jugeais pas. Je te juge assez violemment. Yes. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Kassav, Zouk Lassé Médicamounouni. Je suis un vrai fan de Kassav qui devrait d'ailleurs être au Panthéon, Jacob Desvarieux. Il faut savoir que c'est Kassav qui a inventé le zouk. Non mais c'est fou. Et c'est même le groupe français le plus connu à l'international. C'est incroyable. On ne le remet jamais au centre du jeu. Non mais c'est fou quand même. On a inventé le zouk. Et même Miles Davis à l'époque disait, il avait envoyé son bassiste, je crois que c'était Marcus Miller, qui était en tournée en France, trouver un vinyle de Kassav en se disant apparemment j'en ai entendu parler, ramène-moi un vinyle. Et Miles Davis s'est inspiré de Kassav. Non mais c'est fou, on parle pas assez de ce groupe. Pardon, mais c'est... Et en concert... Bravo pour ce cri du cœur. Et en concert, c'est vraiment les meilleurs concerts que j'ai vécu de ma vie. Tout Bercy est debout et danse, c'est incroyable. Voilà. Et c'est comme ça partout dans le monde. Le titre qui te fait cette fois sortir de la piste de danse. Je pense les Cascadas. Every Time We Touch, bien sûr. Je vais peut-être pas tous les faire. Non, ta chanson de comédie musicale préférée. Grease, You're the One That I Want. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours. Messi.
Lola Young. Yes. Très bien. Et la chanson... La noyée de Gainsbourg, qui ne se trouve pas sur Spotify, mais qui est sur YouTube. Et il y a une version qui est trop belle, entre Baptiste Trottignon, qui est un pianiste de jazz, qui pareil a beaucoup marqué mon enfance, et Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton. Monsieur Travail. La chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, mais catégorie pénible. Hein. Catégorie pénible. Ouais. Tu me regardes, mais je sais pas moi. Je sais pas. Mais peut-être pas. Peut-être que t'es pas sujet aux earworms. Hein. Si, mais de beaucoup de, je dirais, en ce moment, mon légionnaire de Gainsbourg. Très bien. Mais ça, c'est pas pénible. Alors, c'est pas pénible, mais quand on l'a en tête en boucle, c'est un peu plus pénible. Avec la voix. Ouais. Avec la voix. Ouais, je vois bien. Voilà. Et il est sur mon épaule. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. C'était très rapide. On t'a entendu chanter, Charline, c'est génial. Pardon ? On t'a entendu chanter. Pourquoi ? Mais là, tu viens de dire sur mon épaule. Non. Si ? Non, je l'ai pas fait en chantant. Ah, ok. Pour regarder en replay. Ah ouais, je me rends pas compte. Oh, la personne est. Non, au contraire, ça donne envie d'aller dans un karaoké. Ouais, faut pas me lancer. Hein. Yes. Surtout allez, pas là-dessus. Ça promet. Je rappelle que numéro 2, d'après le roman de David Fonkinos, adapté par Léonard Prin dans une mise en scène de Sophie Accart et que tu joues aux côtés de Valentine Revel-Mouros, Pierre Bénézit, Serge Da Silva, c'est au théâtre Tristan Bernard du mardi au samedi et que Rue de la Gaîté, ton premier roman, c'est dispo, c'est édité chez Fayard. Place maintenant à David Guetto. Yes. Pardon, c'est comme ça que tu t'es auto-appelé pour la playlist. C'est parti. Eh ben, on va donc découvrir ce que tu as choisi pour nous. Tu en parlais il y a un instant. Lola Young et Messi, pourquoi ce titre ? Il est viral dans ma tête, quoi. C'est-à-dire, je l'écoute, je pense, je suis très obsessionnel, mais alors en termes de musique, c'est encore pire. Je pense que mon attaché de presse Vincent Bayeul peut confirmer, mais je dois l'écouter, je sais pas, 10, 12 fois par jour. Eh ben, ça fera la 13e. Allez, c'est parti. No guitars. Le score. No drops. Sur Radio Nova. No fun. No fun. No fun. No fun. Nova. Blondie, Heart of Glass pour clore ce score en la compagnie d'Axel Orion. Merci mille fois. Merci à vous. Passer un moment avec nous, ce studio. Merci à toi. Très sympa. Non, c'est moi vraiment. Sympa, j'insiste. c'est pas le bon terme. C'est toujours le moment où. Si, c'est bien sympa, moi j'aime bien. C'est comme dire quelqu'un, il est sympa, oui, il est gentil. Non, c'était plus que sympa. Un moment extraordinaire. Un moment inoubliable, voilà. Inénarrable même. Il est quasiment 20h, c'est l'heure de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.